Quand vous voyez l'attitude de Donald Trump ces derniers jours, qui a été pointée hier par le chef de l'État, attitude qu'il a eue après sa rencontre avec Emmanuel Macron, est-ce que finalement ça ne révèle pas que derrière le volontarisme d'Emmanuel Macron se cache une impuissance à infléchir la ligne du président américain? Je pense à infléchir la ligne du président américain, sans doute, je pense que c'est assez difficile d'infléchir la ligne du président américain. En revanche, l'impuissance, je pense qu'on va pouvoir en juger dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Le problème, ce n'est pas de convaincre. Effectivement, je pense que souvent, Emmanuel Macron a peut-être surestimé sa force de conviction, aussi bien avec Poutine pendant les premiers mois de la guerre qu'aujourd'hui avec Trump. Mais on ne peut pas lui reprocher d'aller défendre sa cause et d'aller essayer de convaincre. Mais est-ce que ce déplacement à Washington, ça a été un déplacement pour rien, finalement? Non, non, je pense d'abord qu'il fallait montrer qu'on avait tout fait, le déplacement de Macron, le déplacement de Starmer, les interventions des Européens, les conseils européens à Paris, à Londres, celui qui va se tenir aujourd'hui à Bruxelles, enfin les réunions européennes. Tout ça, il va le faire. Et il va falloir le faire tout le temps. Puisque comme l'Europe n'est pas aujourd'hui un pays fédéral avec un président, il faut qu'on se concerte sur tout. Donc tout ça, il fallait le faire. Et tout ça, il va falloir continuer à le faire. Mais le problème de l'impuissance aujourd'hui, c'est maintenant qu'on va pouvoir en juger. Est-ce que la trahison américaine, on ne peut pas dire un autre mot, le lâchage américain, puisque désormais, il n'y a plus d'aide, il n'y aura plus de renseignements pour les Ukrainiens et tout, est-ce qu'on va être capable ou non de le suppléer? C'est bien là que dans les mois qui viennent, et c'est grave, on va pouvoir juger de l'impuissance ou de la capacité des Européens à réagir. Monsieur Maluret, hier soir, les mots du président ont été assez durs vis-à-vis de la Russie. On s'y attendait. Aussi durs vis-à-vis des États-Unis, dont l'agressivité n'a jamais été aussi grande à l'égard de l'Europe. Est-ce que les Français doivent considérer aujourd'hui que les États-Unis ne sont plus nos alliés ? Alors, je pense qu'il faut distinguer. Les mots ont été durs, et les miens d'ailleurs au Sénat. J'allais vous les citer. Néron, vous traitez Donald Trump de Néron, de traître, sous le dictat du dictateur russe. Voilà, c'est très fort. Et je pense qu'il n'y a pas de mot assez dur aujourd'hui pour définir la politique des Trumpistes, la politique de Trump et des Trumpistes, mais surtout ne confondons pas Trump, sa bande d'oligarques, de Mar-a-Lago, et l'ensemble des Américains. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les sondages sont en train de chuter pour Donald Trump, les marchés sont en train de baisser, pas sur le problème de l'Ukraine, mais sur le problème des tarifs douaniers, etc. Trump est en train de faire une politique dont tout le monde, dont une grande majorité d'Américains sont en train de comprendre qu'elle les mène vraiment dans la mauvaise direction. Non, Monsieur Maluret, ce n'est pas encore le cas. Le discours, par exemple, devant le Congrès de Donald Trump a reçu un soutien majoritaire des Américains. C'est le discours devant le Congrès. Le discours devant le Congrès, d'abord, quand vous faites des sondages, vous faites les sondages avec ceux qui ont regardé. C'est essentiellement des républicains. Mais quand vous regardez les sondages de popularité, ils ont baissé entre 5 et 10 points. Et les vrais, pas ceux des démocrates ou des républicains qui ont des instituts de sondage ad hoc, les vrais, ceux d'Ipsos, ceux des grandes... ils ont baissé entre 5 et 10 points, tous, sur la popularité. Ce qui, aux États-Unis, peut-être, est souvent le juge de paix, c'est-à-dire les marchés, ils sont en train de se casser la figure depuis le début de... Mais hier soir, Emmanuel Macron, il a dit les États-Unis, notre allié. Est-ce que les États-Unis, c'est encore notre allié? C'est ce que je dis, je pense qu'il faut distinguer. Il faut distinguer entre Trump aujourd'hui, qui est en train de mener une politique désastreuse, et les Américains qui sont... Ça fait un mois, et en plus il sature, il fait du carpet bombing, c'est-à-dire il lâche un tapis de bombe, c'est sa stratégie, pour que personne ne puisse réagir. Donc évidemment, il y a un effet de sidération. Mais cet effet de sidération, je suis surpris de voir que d'habitude il dure, l'état de grâce d'un président américain dure quand même plusieurs mois en général. Là, il cesse immédiatement. Et par conséquent, malgré tous les efforts pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de réaction, les réactions commencent. Et les réactions commencent même... Regardez un certain nombre d'émissions de Fox News, qui étaient pour le moment, qui étaient jusqu'à présent le doigt sur la couture du pantalon. Ils commencent eux-mêmes à prendre leur distance et à s'apercevoir. Ce qui se passe avec le Canada,
les Américains, dans une grande majorité, y compris chez les républicains, ne comprennent pas qu'on est en train de parler du 51e État des États-Unis, de leur donner des tarifs à 25%, et surtout de voir que les Canadiens répondent en disant on va couper l'électricité et on va nous-mêmes mettre les mêmes tarifs douaniers. Hier soir, le président a eu des mots pour appeler à des décisions sans précédent, hein, je le dis, des réformes, des choix, du courage, hein, il a dit exactement. Il a appelé les forces politiques et syndicales à trouver de nouvelles propositions. Est-ce que vous sentez la classe politique prête à faire ce basculement ? Je pense qu'une grande partie de la classe politique y est aujourd'hui prête. Mais ça va être compliqué. Une grande partie, ça veut dire qu'il y a une partie qui n'est pas prête ? Ah bah d'abord, vous avez déjà l'extrême droite et l'extrême gauche qui ont clairement annoncé la couleur. Le débat à l'Assemblée nationale était clair. L'extrême droite et l'extrême gauche ont dit, ont continué, pas d'Europe, pas de défense européenne, pas de réaction à Poutine, pas de soutien. Ça fait 3 ans que dans cette guerre, ils sont totalement alignés sur Poutine, qu'ils sont totalement anti-ukrainiens, qu'ils essaient de discréditer Zelensky, qu'ils essaient de discréditer tout. Ils n'ont voté aucun des budgets de l'aide à l'Ukraine, ni au Parlement européen, ni au Parlement français. Qui sont volontaires, même parmi ceux qui sont volontaires pour discuter, on sent bien que l'union sacrée qui devrait présider dans ces circonstances, en fait, elle est loin d'être faite, notamment au regard des questions budgétaires que pose la question du financement militaire. Alors, je dirais déjà qu'en dehors de l'extrême droite et de l'extrême gauche, l'union sacrée sur l'aide à l'Ukraine, et encore plus depuis l'humiliation de Zelensky, moi, j'ai jamais vu, y compris au Sénat, dans les applaudissements ou à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle non pas seulement le bloc central, mais tous les démocrates, à l'exception de l'extrême droite et de l'extrême gauche, j'ai jamais vu une telle colère vis-à-vis de ce qui... C'était l'humiliation. En même temps, l'humiliation de Zelensky, c'était aussi l'humiliation de Macron et de Starmer. Trump, en faisant ça, montrait que les efforts de Macron et de Starmer ne servaient à rien. Donc je pense que dans la classe politique démocrate en France, il y a vraiment un accord fondamental sur l'aide à l'Ukraine. Maintenant, évidemment, ça veut dire réorienter une partie de nos dépenses vers la préparation des dépenses de la défense de l'Europe. D'abord, vers l'aide à l'Ukraine immédiatement, parce que c'est ça, il va falloir remplacer les Américains, et ça va coûter cher. Et ensuite, réarmer l'Europe, ça va coûter cher et ça va être long. C'est pas en un an qu'on refait une défense européenne. Et par conséquent, il va falloir au minimum 10 ans, peut-être plus, même en allant vite. Donc là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Maintenant, où est-ce qu'on va chercher l'argent par un emprunt auprès des Français, par des dettes supplémentaires alors que nous sommes déjà extrêmement endettés. Vous seriez favorable à un emprunt auprès des Français Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas spécialiste de finances publiques, mais pourquoi pas ? Il va falloir trouver de l'argent. Et il vaut mieux trouver de l'argent volontaire, parce que cet emprunt, ce n'est pas un emprunt forcé. Avec un livret défense. Pourquoi pas ? Et il va falloir trouver, auprès des Français, le mieux, c'est de le trouver de façon volontaire. Et je pense que les Français... Ça veut dire exclure de nouveaux impôts. Alors, le président l'a exclu, mais cela dit, les écologistes et les socialistes ont d'ores et déjà réagi en appelant à une justice fiscale pour pas que les financements militaires reposent sur les plus précaires. Oui, c'est à partir de ce moment-là, c'est d'ailleurs, j'allais le dire en réponse à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est à partir de ce moment-là, c'est pas sur l'aide à l'Ukraine qu'on va se diviser, c'est sur les moyens de l'aide à l'Ukraine. Et évidemment, là, le débat démocratique habituel droite-gauche, pour faire simple, va avoir lieu. Et c'est normal, et c'est démocratique. Mais en tout cas, ce qu'il faut absolument, c'est que ce débat n'empêche pas de trouver des moyens d'agir rapidement parce qu'on est dans l'urgence. Le lâchage américain sur tout ce qui est essentiel pour l'Ukraine, c'est-à-dire la défense antiaérienne, les renseignements, les satellites, c'est ce qui manque aujourd'hui. Si les Américains s'en vont, il va falloir qu'on le commence très très rapidement si on veut que l'Ukraine continue à tenir. On va revenir là-dessus, mais juste sur le financement des efforts de dépenses. Alors vous proposez, enfin vous suggérez un emprunt, un livret. Je ne suggère rien, mais j'ai entendu le président... Mais est-ce qu'il faut aller plus loin Il dit qu'il va falloir des réformes et du courage, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que le courage, c'est par exemple revoir notre modèle social, renoncer à une réforme des retraites, augmenter l'âge de départ ? C'est quoi ?
Et il est bien évident que ce sujet se pose et qu'il se serait posé même s'il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Moi, je suis partisan depuis longtemps, je l'ai toujours dit. Pour des raisons, on ne va pas refaire le débat, mais c'est très simple. L'évolution démographique qui est partie de 9 actifs pour un retraité à la Libération quand on a mis en place le système par répartition, est aujourd'hui passée de 9 actifs pour un retraité à 1,5 actifs pour un retraité. Ce système est mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que chaque gouvernement essaye de faire des rustines d'année en année. Mais c'est le système par répartition qui est mort ou il ne tiendra pas si on n'augmente pas l'âge? Ou est-ce que c'est carrément le système par répartition qui est mort? Même, dans un premier temps, la seule chose qu'on puisse faire, c'est ce qu'on a fait, c'est d'augmenter l'âge. Les autres pays européens sont à 67 ans, les Danois sont en train de passer à 70 ans, et par conséquent, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution dans le court terme. Mais même à long terme, ça ne suffira pas. Donc les seuls, et c'est d'ailleurs ce que font nos voisins européens, les seules possibilités, c'est d'ailleurs ce que font en partie les Français, qui se servent de leur livret, de leur assurance vie, pour faire en fait un système par répartition embryonnaire. Et donc demain, nous n'échapperons pas, et je crois que l'idée fait son chemin aujourd'hui. Il y a de plus en plus de politiques, à droite certainement, mais en partie à gauche, qui disent qu'il va bien falloir mixer les deux systèmes. Ça va être très très compliqué parce qu'il y a une période de transition, mais Ukraine ou pas Ukraine, de toute façon, ce débat est là. Avec l'évolution de la démographie, on ne peut pas ne pas toucher, ne pas envisager la réforme de notre système de retraite avec la mixité, système de... Alors quand on dit capitalisation, en France, le mot capital, c'est comme le mot libéral, c'est presque une injure. Bon, il faut qu'on arrête ça et qu'on reprenne un peu nos esprits. La capitalisation, c'est bien entendu une capitalisation globale, solidaire. C'est pas une capitalisation au sens capital et lutte des classes. Dans ce contexte, et vu les besoins de financement, est-ce que vous comprenez la décision du gouvernement de ne pas activer la possibilité d'utiliser les avoirs russes gelés? Alors, je le comprends, mais je ne suis pas pour. Moi, je suis pour qu'on utilise les avoirs russes gelés. Et pas seulement les intérêts. Quitte à dénoncer les traités internationaux qui protègent normalement ces avoirs. Vous êtes en face de Poutine, qui en est à 1 million de morts entre la Russie et l'Ukraine, etc., qui a envahi le pays voisin, etc. Et vous vous demandez si vous allez réagir et si vous allez respecter à la lettre les accords que vous avez passés avec lui. Enfin, le responsable de cette situation, celui qui a violé tous les accords et qui les viole avec un nombre incalculable de morts, des souffrances et l'envahissement d'un pays, et vous allez vous demander si vous respectez à la lettre les réglementations bancaires internationales et les accords passés avec la Russie. Moi, je trouve ça misérable. Bien entendu qu'il faut utiliser les avoirs gelés. Donc, quand le gouvernement refuse, pour vous, c'est misérable, hein? Non, je dis que le gouvernement est en train de se poser la question. Si on doit le faire, ça va poser des problèmes juridiques et il va falloir par conséquent préparer, parce que c'est compliqué. Les problèmes juridiques sont toujours compliqués et toujours longs. Donc, quand on va le faire, on ne va pas le faire à la Poutine. On ne va pas le faire en expropriant les banques. On va le faire en amenant l'explication que dans une période de guerre, les normes juridiques ne sont pas les mêmes que dans une période de paix, et qu'on est en période de guerre. Par conséquent, il va falloir préparer ça. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les gouvernements européens soient prêts à le faire. Jusqu'à présent, ils ont refusé de le faire. Ils se servent juste des intérêts. Moi, je plaide pour que, le plus rapidement possible, on saisisse les avoirs russes gelés. Mais je comprends que ça ne se décide pas en 24 heures. Est-ce que, M. Malhuret, vous avez été rassuré, si vous étiez inquiet, sur le débat stratégique autour de la dissuasion nucléaire? Le président a rappelé que son utilisation restera entre les mains du chef de l'État, mais il parle en effet d'une protection des alliés européens. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, moi, je suis déjà rassuré par une chose. Peut-être que ce qui me rassure le plus, c'est la déclaration de Merz, le nouveau chancelier allemand, qui, pour la première fois depuis De Gaulle, pour la première fois depuis les années 50, est en train de dire les Français, qu'est-ce qu'il dit, Merz? Il dit les Français avaient raison.
il va falloir une autonomie stratégique européenne, parce que nous ne pouvons plus... De Gaulle avait prévu qu'un jour ou l'autre, et c'était peut-être ce en quoi il était vraiment prophète, avait prévu qu'un jour ou l'autre, parce qu'il savait ce qui s'était passé pendant la guerre et avant, qu'un jour ou l'autre, les Américains, peut-être, pourraient s'éloigner ou même lâcher complètement l'Europe. Et par conséquent, qu'il fallait être autonome. C'est pour ça qu'il a fait en sorte que la France soit un des pays dotés de l'arme nucléaire. Et mieux que le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni l'est aussi, on est les deux seuls en Europe, mais que le Royaume-Uni dépend encore des États-Unis. Donc de ce point de vue-là, nous sommes les seuls à être totalement autonomes. Et on le doit à De Gaulle. Mais ce qui s'est passé hier, enfin dans les jours qui viennent avec Merz, c'est que pour la première fois, et Merz représente beaucoup d'idées d'autres pays européens, pour la première fois les Européens qui avaient tout concédé, tout mis derrière le parapluie américain, ce qui leur permettait d'ailleurs de ne pas s'armer et du fait qu'on soit aujourd'hui dans une situation de dénuement sur le plan militaire, ils s'aperçoivent que depuis 50 ans, ils ont fait une erreur stratégique et qu'il faut très rapidement revenir en arrière. Donc, le problème de la dépense européenne, pour la première fois, se pose d'une façon autonome, et c'est une bonne chose, et c'est l'idée de la France depuis longtemps. Et évidemment, quand vous parlez de défense européenne autonome, vous parlez obligatoirement, puisque vous êtes face à des puissances nucléaires, la Russie, la Chine, etc., vous parlez obligatoirement de défense nucléaire. Quand vous parlez de défense nucléaire, je crois que la conclusion, c'est celle d'ailleurs qu'aujourd'hui sur laquelle tout le monde est d'accord et qu'a expliqué le président de la République. Il n'y a que le président de la République française qui dispose de la force nucléaire française qui peut décider d'appuyer ou non sur le bouton nucléaire. Vous parlez de l'Union européenne, mais est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment calibrée pour apporter une réponse rapide à ce genre de questionnement ? On le sait, c'est la machinerie bruxelloise, elle est complexe, elle est lourde. On l'a vu avec l'emprunt commun du Covid. En fait, il n'y a même pas la moitié des crédits qui sont arrivés à destination, malgré les efforts. Hein. Il y a des impératifs d'unanimité sur certaines questions, type affaires étrangères. Est-ce qu'il ne faut pas la réformer urgemment ? Alors, ma réponse à votre question est simple. Vous me demandez si l'Europe aujourd'hui est taillée pour prendre des décisions rapides. La réponse est claire, elle est non. Non. L'Europe, c'est quelque chose qui se construit. Et ça se construit depuis longtemps, et ça ne se construit pas assez vite, bien entendu. Et je pense que l'une des responsabilités de ma génération sera été, je ne sais pas ce que fera la génération qui arrive, mais l'une des responsabilités de ma génération en Europe sera été de ne pas faire l'Europe suffisamment rapidement et de façon suffisamment forte. Et on est exactement dans cette situation aujourd'hui. L'Europe s'est construite à travers les crises. À chaque crise, elle a failli sombrer, et à chaque crise, elle s'en est sortie renforcée. On est exactement dans la même situation, où nous allons sombrer devant une victoire russe demain en Ukraine, où nous allons, et c'est ce que j'espère évidemment, franchir un nouveau pas. Vous savez, je parlais tout à l'heure de Merz. Il a dit une chose qui n'a pas été soulignée. Il a parlé de l'autonomie stratégique européenne, et c'était tellement une nouvelle que les Allemands changent d'avis que ça a écrasé tout le reste. Mais il a dit aussi un codicile dans sa déclaration. Il a dit, je traduis à peu près, parce qu'il l'a dit en allemand, il va falloir que nous apprenions de plus en plus, nous Européens, à nous comporter comme un pays. Alors il n'a pas dit, je ne l'ai pas dire, on va faire la fédération, on va faire les États-Unis d'Europe. Mais c'est quand même extrêmement significatif. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des progrès, et comme vous le dites, je suis tout à fait d'accord avec vous, dans la réforme de l'Europe et dans l'accélération des mécanismes. Et notamment, l'une des accélérations, c'est d'augmenter le nombre de décisions qui se prennent à la majorité et non pas à l'unanimité, pour ne pas laisser les Orban, les Fico et les collabos des Russes bloquer l'Europe d'aller. Vous dites l'Europe, elle n'est pas taillée pour des décisions rapides. Est-ce que ça veut dire que si Donald Trump applique sa menace d'augmenter les tarifs douaniers, l'Europe ne pourra pas riposter rapidement ? Si, parce que de ce point de vue-là, elle a une compétence, et que c'est un des domaines où elle peut aller... Donc vous croyez une réaction immédiate de l'Union européenne là-dessus ? Elle l'a déjà fait la dernière fois que Trump a essayé de jouer avec ça. Et je vais vous dire, je pense que vu ce qui se passe en ce moment avec le Canada, le Mexique, etc., on va voir... Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pensez qu'il ne mettra pas sa menace à exécution ? Les chefs d'entreprise aux États-Unis, ils sont... demandez aux chefs des entreprises d'automobile aux États-Unis, mais ils sont complètement foudrages.
Donc, avant que Trump passe à la réalité des choses, il n'y aura peut-être pas besoin de prendre des décisions difficiles. Emmanuel Macron qui a dit hier soir qu'il espérait encore convaincre et dissuader Donald Trump d'appliquer cette décision, c'est pas un peu utopique? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Il faut que le jour où Trump prendra cette décision, Macron ne peut faire qu'une chose, c'est dire j'ai tout fait pour que ça ne se passe pas. On termine par un autre sujet, Julien? Oui, et vous interrogez sur l'Algérie. Les relations sont toujours aussi tendues entre Paris et Alger. Emmanuel Macron a semblé afficher un désaccord très clair avec la ligne à la fois du Premier ministre et de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui appelait à engager un rapport de force plus dur avec le pouvoir algérien. Le président, il parle d'une volonté de dialogue exigeant et respectueux. C'est une ligne de crête. Est-ce que vous êtes en accord avec cette ligne présidentielle? Vous savez, le désaccord, encore une fois, on est dans un pays démocratique, donc il y a toutes les opinions. Il n'y a pas seulement un désaccord ou une différence de position entre le président de la République, éventuellement le Premier ministre et éventuellement le ministre de l'Intérieur. Il y a aussi, dans le gouvernement, entre le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur, des perspectives qui sont obligatoirement différentes. Vous ne raisonnez pas de la même façon quand vous êtes ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est un sujet complexe. Et c'est un sujet qui va nécessiter des ajustements et des discussions. Je trouve ça tout à fait normal qu'on discute sur un sujet et non seulement complexe, mais en plus émotif et brûlant, parce qu'il s'agit de l'Algérie, avec toute l'histoire qu'il y a derrière ça. Mais ce qui est certain, je pense que ce sur quoi on peut se mettre d'accord, c'est sur le fait que ces accords de 68 n'ont plus aucune réalité aujourd'hui, n'ont plus aucune raison d'être aujourd'hui. Pas plus les accords de 68 que ceux de 62 qui étaient d'ailleurs encore qui allaient plus loin, pas plus que tous les accords qui, depuis 68, et c'est ce qu'on oublie de dire, ont été à plusieurs reprises il y a eu des modifiés. Oui, donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne continuerait pas à les modifier? Simplement, il va falloir le faire, sans doute d'une façon qui va peut-être un peu moins plaire aux Algériens, mais ce que font les Algériens et ce que fait Tebboune aujourd'hui, ça ne plaît pas non plus beaucoup aux Français, et ça n'est pas de nature à calmer la situation. Juste une petite dernière question, mais est-ce que c'était pertinent dans ce contexte pour le président du Sénat, Gérard Larcher, de se rendre au Sahara occidental pour apporter son soutien à la souveraineté marocaine sur ce territoire? La visite de Larcher était prévue depuis des mois et des mois. Alors, ça ne sera jamais le bon moment. Avec l'Algérie, de toute façon, depuis un certain nombre d'années, regardez quand... Un déplacement, ça s'annule, hein, monsieur Malherbe. Oui, mais on ne va pas parce qu'on a un certain nombre de problèmes avec les Algériens. Rappelez-vous la situation il y a quelques années où le Maroc nous reprochait, où il y a eu une période de froid avec le Maroc parce qu'il nous reprochait de ne pas être assez amicaux. Donc je pense qu'aujourd'hui on avait, et c'est ce que Macron a fait lorsqu'il a décidé de reconnaître l'annexion du Sahara, la position du Maroc au Sahara occidental, c'est ce que Larcher fait aujourd'hui. On ne va pas attendre que tous les nuages soient dissipés avec l'Algérie pour aller discuter avec nos amis marocains.